Movies, l'instant cinéma, l'émission de celles et ceux qui aiment le cinéma, mais le cinéma en salle. Beaucoup de films vus sur cette dernière quinzaine. En face de moi, le sémillant Hervé Bré qui a les yeux tout rougis. Alors autant par le nombre de films qu'il a vus que par les larmes qui ont perlé sur son visage, pourtant habitué à tant de moments intenses. Bonjour Hervé. Bonjour, je suis prêt. C'est vrai qu'il y a beaucoup de drames où on pleure beaucoup. Et Patrick Servel aussi. Alors quand Denis Villeneuve nous met du sable plein les yeux, ça donne Dune 2 et un boléro, le biopic du compositeur Maurice Ravel. Une plongée dans le quotidien iranien en 9 vignettes sidérantes, ça donne Chronique de Téhéran. Un drame social avec comme personnage principal un jeune Rome, c'est Comme un fils. Malaise en Malaisie, c'est Tiger Stripe. C'est aussi un film, très beau film, comment un fils redécouvre sa mère bipolaire, c'est La vie de ma mère. Après-guerre, une Italie marquée par un patriarcat toxique, c'est le film événement « Il reste encore demain ». On voyagera donc aujourd'hui en Italie, en Iran, un peu plus loin en Malaisie, en France aussi et même sur le bassin d'Arcachon. Après un petit détour sur la planète Arrakis, mais ça je sais pas trop où c'est. Plus d'autres endroits aussi, puisque tu veux parler rapidement, passer en revue d'autres films je crois. Oui, j'ai prévu de parler assez rapidement de quelques autres films. Alors je les citerai, je vais pas les citer maintenant, on verra tout à l'heure. Et on fait la deuxième couche, c'est dans le viseur si on a le temps. Oui, on va essayer parce que là, vraiment, c'est chargé aujourd'hui. Ouais, et moi j'ai beaucoup de choses à dire sur des événements liés au cinéma, des festivals, mais ça se tiendra sans doute seulement en bonus. On commence par quoi ? Par l'Italie ? Alors alors tu dis film événement parce qu'il a eu beaucoup de succès en Italie, Il reste encore demain. C'est un très grand succès en Italie puisqu'il a réalisé plus de 5 millions d'entrées, ce qui est très très important pour l'Italie. Il faut le noter qu'il y a beaucoup moins d'entrées, beaucoup moins de cinéma, beaucoup moins de salles de cinéma qu'en France. Alors c'est un film en noir et blanc, alors qui se situe juste après la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on est dans les années 46, 48, si je me trompe pas, et on est à Rome. On est à Rome. Alors là, on a une ville. Il y avait le film de Rossellini, Rome, ville ouverte. Là, on est vraiment dans une Rome que l'on voit qui est partagée entre l'espoir qui naît de la libération et les difficultés matérielles engendrées par la guerre, qui vient donc juste de s'achever. Donc là, occupé par les forces américaines. C'est ce que j'allais rajouter là. Justement, il y a quand même ce côté où on voit les GIs américains qui occupent, qui sont là et qui font des checkpoints. Alors, dans ce film, qu'est-ce qu'on a ? On retrouve Delia. Alors, c'est une mère, 3 enfants. Alors, mariée à un homme très autoritaire. Et là, quand je dis très autoritaire, c'est surtout qu'il est très violent. Delia, dans son malheur, finalement, elle n'a qu'une seule amie, Marisa, une vendeuse de primeurs, et il n'y a qu'à côté d'elle qu'elle va pouvoir trouver un petit peu de réconfort. Bon, là, il va y avoir un événement important, puisque la jeune fille qui est très jeune, qui a entre 16 et 18 ans, donc là, toute la famille est en émoi, parce que la jeune fille, donc Marisa, va se fiancer. Voilà, donc ça, c'est un petit peu pour situer le pitch. Et surtout, on va voir que Delia reçoit une mystérieuse lettre
qui va donner tout son sens à ce titre énigmatique, Il reste encore demain. Donc il reste encore demain, c'est une phrase dans le film qui est citée, mais je vous donnerai surtout pas la raison. Alors essayez pour ce film de ne pas regarder et de lire tous les articles de journaux qui peuvent spoiler, dévoiler, qui peuvent dévoiler. Parce que moi j'ai été étonné. Moi je dévoilerai tout à l'heure. Ça m'étonnerait pas de toi. Alors. Pourquoi ce film il a eu un tel succès ? Je pense d'abord parce qu'il y a une interprétation qui est magnifique. Alors même si le rôle du mari est vraiment caricaturé, le reste de l'interprétation est magnifique. Alors, il faut noter que c'est la réalisatrice, donc qui s'appelle Paola Cortellesi, qui a réalisé le film et qui joue le rôle principal. Donc ça, le premier point, je pense que c'est cette interprétation. Le second point, eh bien, il y a quand même dans ce film de l'humour qui par moments est assez féroce, hein, je pense au vieux qui dit à un moment donné non, il faut que tu arrêtes de taper ta femme parce qu'elle s'habitue. Et donc, puis ça me dérange. Oui, et puis surtout que ça me fait du bruit, donc il faut leur donner une volée de temps en temps, une bonne, mais voilà. Donc ça fait penser quand même à toutes les comédies italiennes qu'on avait dans les années 70-80. Moi, je repense à des films de Nino Ruzzi, par exemple, et particulièrement des films comme Les Monstres. Alors aussi, je pense qu'il a fait aussi le succès du film, c'est que c'est réalisé par une femme et que je pense que sa sensibilité au travers de ce film peut aussi bien parler aux personnes qui ont connu cette époque qu'à une plus jeune population et qui, au travers de ce film, peuvent comprendre le chemin parcouru par ces femmes qui, petit à petit, ont réussi quand même à se dégager de ce système patriarcal dans lequel étaient enfermés. Alors, il faut bien savoir que on voit là, on a une représentation de ce qui se passe en Italie, mais ne nous faisons pas d'illusions. En France, la situation était quasiment la même. Là, il se trouve que, on était à Rome, et je pense que plus on descendait dans le sud, plus cette situation de patriarcat allait être marquée. Bon, donc... moi, je trouve que le sujet est sombre, mais l'humour est toujours présent. Donc, ça reste une comédie et qui a un message à faire passer. Et puis, là, il y a une belle idée, c'est les scènes de violence ne sont pas cachées, mais pour qu'on puisse les supporter, elles restent visibles, mais elles sont chorégraphiées, elles sont dansées. Donc, on a une musique. Et en plus des musiques qui ne sont pas des musiques d'époque, hein, il y a pour certains moments, ça aussi j'ai trouvé ça très très intéressant. Et donc là dans ces scènes, les cris sont muets parce qu'on a une musique dansante qui vient se surajouter aux scènes que l'on peut voir. Donc on pourrait dire oui, c'est sûr que c'est une danse un peu macabre, hein, quand on voit ça, mais je trouve que c'est une belle façon de pouvoir faire passer l'horreur. C'est comme avait pu faire passer dans la vie le film de qui se passait dans les camps. Oui, hein, d'accord. Oui. Donc pouvoir faire passer des choses aussi compliquées. Donc moi j'ai bien aimé cette comédie dite à l'italienne avec cette touche politique sociale qui était justement présente dans tous les films des années 70-80. Donc j'espère que ce film aura autant de succès en France qu'il a pu en avoir en Italie. Donc je vous répète, ne vous laissez pas influencer. Allez voir le film et après vous pourrez aller regarder tout ce qui est dit sur ce film. Ouais, c'est vraiment un bel hommage à la sororité et à un moment important de l'histoire italienne. J'en dis pas plus. Même dire qu'il y a un twist final, c'est déjà trop, donc je le dirai pas. J'ai quand même trouvé le personnage du mari forcé au maximum. Donc pour moi, il perd un peu en crédibilité, tout comme le beau-père d'ailleurs. Bon, alors c'est vrai, elle marche sur les traces de la comédie italienne de la grande époque, comme tu l'as dit, avec ses personnages outrés. Mais là, elle en fait beaucoup avec ces deux-là quand même. Alors le noir et blanc.
accentue évidemment le côté vintage, mais moi je trouve que cet aspect est un peu contrecarré par la bande son, Oui, étonnante. parfois volontairement anachronique, et moi pas forcément bienvenue. Toi tu as trouvé ça intéressant, moi je trouve que ça a un décalage qui fonctionne pas bien. Ah bah on pourra parler tout à l'heure d'un autre film où moi j'ai trouvé un décalage qui était moins intéressant. La scène que je retiens, qui m'a fait rire aux éclats, c'est celle de la dégustation du chocolat, filmée façon hollywoodienne en travelling circulaire sur les deux personnages. Voilà ce que j'en dis. Voilà. C'est à moi. Alors, oui, parce que toi tu justement... On retourne en France, oui, et mais pour 40 ans avant, pour faire un petit boléro. Oui, cette musique un peu lancinante quand même. Hein. Alors, boléro. Le film s'appelle Boléro, mais il aurait pu tout simplement s'appeler Maurice Ravel, puisqu'il s'agit d'un biopic du compositeur de ce tube du classique. On ne va pas tout à fait de sa naissance à sa mort, mais du début du XXe siècle, donc, où le jeune musicien passe un concours, jusqu'à son âge avancé, où il n'est pas en très grande forme. Ça nous fait une bonne trentaine d'années de sa vie, quand même, chronologique, avec quelques allers et retours, notamment vers la période de la guerre 14. Alors, la réalisatrice Anne Fontaine explore pendant une bonne heure, on va dire, l'histoire de la création de ce fameux boléro, morceau révolutionnaire à l'époque, commandité par une célèbre danseuse des années folles, Ida Rubinstein, elle s'appelait, pour un ballet qu'elle interprétait, et que le compositeur en mal d'inspiration a des difficultés à composer. Pas facile de montrer au cinéma les affres de la création, dans quelques domaines artistiques que ce soit d'ailleurs. Là, les angoisses de la partition blanche se traînent un peu en longueur, et je trouve que c'est pas le plus réussi du film. Moi, alors je sais que tu vas... Moi, j'ai beaucoup aimé le kaléidoscope du générique de début. Je n'en révèle rien. Il est étonnant. Et aussi le final avec une chorégraphie contemporaine sur le thème du boléro. Et entre les deux, me direz-vous, j'ai trouvé des choses à sauver quand même, malgré les horreurs que je soupçonne Patrick de vouloir dire tout à l'heure. Moi, je suis peu au fait de la musique classique et de la biographie des stars dans ce domaine. J'y ai découvert des choses intéressantes sur la vie un peu tristounette de cet homme complexe et franchement coincé, voire maniaque. Mais en même temps fasciné par le modernisme de l'époque, le jazz naissant, les bruits industriels. On nous le montre bloqué sur sa maman adorée et incapable d'aimer une femme qui lui a couru après tout le long de sa vie. Les biographies disent que c'est pas forcément sûr cet aspect-là. Le tout est entrecoupé de morceaux musicaux que j'ai trouvé superbes, de répétitions, de concerts, autres que le boléro, que Ravel a fini par détester car il a vite compris que son succès masquerait tout le reste de son œuvre. Alors la reconstitution des différentes époques traversées, je l'ai trouvée parfaite, avec une belle photographie, costumes, etc. Et les acteurs sont très bons. D'abord Raphaël Personnaz qui campe avec talent un Ravel opaque et mystérieux jusqu'au bout, finalement assez pathétique. Et puis il y a Jeanne Balibar qui nous fait un show très drôle tout le long du film en danseuse excentrique. Et je vois que Patrick lève les bras en l'air. Et comme ami du compositeur, Emmanuel DeVos, Dora Tillier et Vincent Pérez. Alors ces deux derniers tout droit sortis du récent Une affaire d'honneur sur les maîtres d'armes et les duels à la fin du XXe. Ils sont tous très bien aussi. Alors la réalisatrice éclectique, c'est Anne Fontaine. Elle a été plus radicale que ce biopic assez classique, c'est le cas de le dire, dans certains de ses films précédents. Je pense à Nettoyage à sec en 97, où le couple Charles Berling et Miu Miu s'encanaillaient au pressing. Son précédent, je ne sais pas si tu te souviens Patrick, c'était la comédie Président, une fantaisie politique où Sarkozy et Hollande décident de faire alliance pour contrer Marine Le Pen à l'élection de 2022. Elle a aussi déjà visité le biopic un peu académique dans Coco avant Chanel, avec Audrey Tautou en rôle titre, et avec ce boléro, donc elle revient au biopic. En résumé, de mon côté, pas déplaisant, et les aficionados
aficionados de classique et de danse y trouveront sans doute leur bonheur, mais à mon avis, une demi-heure en trop, la partie languette sur l'écriture du morceau. Petite remarque, je ne sais pas si tu te souviens Patrick, mais Lelouch a aussi filmé en 81... Dans les uns et les autres. Ouais, les 17 minutes du boléro dansé par George Donne. Hein. Bon, allez Patrick, crache ton venin sur le boléro, c'est ça ? Non, je vais rester gentil. Non, finalement, ce film, je me suis ennuyé complètement. Et tu parlais qu'il y avait une demi-heure de trop. Moi, je pense qu'il y a peut-être 2 heures de trop. Qu'il est bête. Et alors, même si je l'ai pas aimé, j'aurais peut-être gardé juste le générique de début. Et puis voilà. Et puis en ce qui concerne le boléro, on l'a vu dans les uns les autres, en tout cas le ballet. Voilà. Donc moi non, il y a un côté trop académique. Empesé un peu. Oui, c'est autant que leurs costumes, leurs robes et tout ça. Oui, mais alors on fait pas de film en costume alors. On fait pas de film d'époque. Non, on peut faire des films d'époque où on s'amuse quoi. Hier, Ravel était pas drôle. Non, mais j'ai revu par exemple Que la fête commence. Et c'est en costume, ça bouge, il y a des acteurs, voilà. Mais là, ce personnage là, mais on s'ennuie. Et puis que Ravel, il n'arrive pas à composer, mais on s'en fiche complètement. Non, moi j'ai pas du tout. Moi je pense que les amateurs de musique pourraient être intéressés. Hein. Every time that I look in the mirror, all these lines in my face getting clearer. The past is gone, it went by like dusk to dawn. Isn't that the way? Everybody's got the dues in life to pay. Yeah, I know nobody knows where it comes and where it goes. I know everybody says you got to lose to know how to win. Half my life's in books, written pages. Live and learn from fools and from sages. You know it's true. All the things come back to you. Sing with me, sing for the year, sing for the laughter, sing for the tear. Sing with me, it's just for today. Maybe tomorrow the good Lord will take you away.
Dream On, Power Ballad, on appelle ça, de 73, du groupe américain Aerosmith, que j'ai entendu récemment dans le film de science-fiction The Creator, le créateur, mais ils ont gardé le titre The Creator, sorti en octobre dernier, une histoire de conflit entre humains et intelligence artificielle, un peu comme dans le récent Mars Express ou le dernier Mission Impossible. Alors Aerosmith, groupe qui existe encore, je crois, a pour leader Steven Tyler, sorte de croisement improbable entre Mick Jagger et Keith Richards, parfois apparu comme acteur dans des nanars peu recommandables, et c'est aussi le père de l'actrice Liv Tyler, découverte dans Beauté volée de Bertolucci, et puis au casting des Trois Seigneurs des Anneaux. On part en Malaisie maintenant. Donc le point de départ du film Tiger Traps, ce sont les rayures du tigre. Donc le film a été réalisé par une femme, Amanda Neil, et elle nous narre, elle se souvient de ces années qu'elle a pu passer lorsqu'elle a eu ces moments de puberté. Elle est interprétée, là, il y a une jeune actrice. Alors c'est l'actrice dans le film, elle est très taquine, voire impertinente. Elle refuse de respecter les règles, et qui pourtant sont nombreuses, parce que la Malaisie, il faut le rappeler pour ceux qui, comme moi, ne le savaient pas forcément, est un pays où la religion est très forte. Et bien sûr, il y a imposition du code vestimentaire auquel il est vraiment prudent de ne pas déroger. Alors, on va suivre cette jeune Safan. Quoi, 12 ans à peu près? Voilà, c'est donc à l'âge où les jeunes filles changent, et d'ailleurs où elles changent pas toutes en même temps, et c'est ce qui va justement poser quelques soucis, puisque elle a quelques-unes de ses amies avec lesquelles elle a l'habitude de beaucoup de parler, de rire, mais les transformations corporelles vont arriver chez elle en premier, et typiquement c'est elle qui va avoir ses premières règles. À partir de ce moment-là, eh bien, ses meilleures amies vont devenir cruelles, agressives entre elles et jalouses. Et là, dans une société où apparemment il est difficile de s'exprimer, souvent une des rares possibilités d'expression, ça reste la violence et l'agressivité. Alors, là, on va suivre ces jeunes filles, mais à côté, les adultes, je vais pas dire qu'ils sont plus glorieux. Pour eux aussi, la violence est un moyen d'expression. Là, on voit des parents qui ne pensent qu'à houspiller leur fille. En fait, je pense qu'ils n'arrivent pas à voir que leur jeune fille, leur fille, est en train de changer et est en train de passer un cap. Alors, le film est un conte, puisque on va le voir, cette jeune fille, au cours du film, bien plus ou moins se transformer en une sorte d'animal tigré, une sorte de tigre-garou. Et là, à l'inverse, où normalement c'est le tigre qui devient un homme, là c'est l'homme, donc l'être humain, qui devient animal. Et donc on va avoir le droit à des scènes qui sont assez drôles, avec des trucages un peu simplistes, comme on avait dans les films des années 60-70. Il y a une scène typiquement où on la voit grimper à un arbre qui est assez drôle. Donc le film, moi, j'ai aimé beaucoup de couleurs, beaucoup de scènes dans la jungle, même s'il y a des scènes quand même qui sont un peu fortes, qui pourraient ressembler à des sortes d'exorcisme. Alors, c'est le genre de film que tout le monde ne va pas forcément aimer. Je pense que c'est un film qui va être un petit peu clivant et qu'il faut avoir l'esprit ouvert pour aller voir ce film. Alors ce film, il faudra vraiment chercher pour le voir, puisque j'ai vu qu'il ne sortait qu'à l'Utopia et le cinéma de Bègle, La Lanterne, qui va juste faire une séance autour d'une conférence. En tout cas, bon, c'est vrai que c'est un film qu'on aurait très bien pu voir au Festival des Trois Continents, mais c'est la semaine de la critique qu'il a mis en avant, puisque à Cannes l'an dernier, il a obtenu le Grand Prix. Voilà, donc pour ce film, je vous préviens, il faut y aller l'esprit ouvert. Certains n'aimeront pas, c'est sûr. On découvre sans doute une filmographie aussi qu'on connaît pas. Moi, j'ai pas encore vu. Tu l'as dit, il sort le 20 seulement, la semaine prochaine dans la région. J'ai entendu dire, Patrick, est-ce qu'il y a un côté règne animal? C'est vrai? On peut y penser ou pas? Un peu. Oui, tout à fait. J'ai lu aussi que le film avait subi des coupes
par les autorités malaisiennes, mais que la réalisatrice, donc Amanda Nell, forte de l'écho du film à l'international, a fortement protesté contre cette censure et je ne sais pas où ça en est. En tout cas, moi, Enfin, pas à l'étranger, hein, mais Oui, dans oui, le pays ça, même, les censures. oui, il est évident que le film nous montre pas une société forcément très ouverte, et je peux comprendre, j'envisage facilement que des gouvernements assez forts puissent vouloir empêcher certaines scènes. Ça, je le comprends tout à fait. Alors, après la Malaisie, alors on va partir Loin. on va partir loin, Ouais. dans une région qu'on ne connaît pas du tout. Oui. C'est pas la dune du Pilat. Non, elle est plus grande. C'est Dune 2, un deuxième volet de la saga de science-fiction tiré du livre de Frank Herbert, publié dans les années 60, racontant une épopée interstellaire complexe où plusieurs maisons rivales s'affrontent pour le contrôle de la planète Arrakis. C'est aussi, on la surnomme cette planète Dune, désert de sable inhospitalier qui recèle pourtant une substance indispensable à la navigation spatiale qui s'appelle l'épice. Une sorte de drogue en fait. Alors, il se dit que c'est le livre de science-fiction le plus lu au monde. Moi, j'ai essayé il y a bien longtemps et ça m'est tombé des mains. Donc, je ne sais pas trop si le film est fidèle au bouquin. Au bouquin, je suppose que oui. Ça paraissait pour les fans impossible à adapter au grand écran. Et d'ailleurs, certains s'y sont cassés les dents. C'est le cas, par exemple, de David Lynch, qui, suite au succès de Elephant Man, s'y est attaqué dans les années 80 pour un résultat qui a fait un flop monumental et presque ruiné le studio qui l'a produit. Lynch l'a désavoué, arguant qu'il n'avait pas eu le final cut. C'est pourtant pas un nanar, et il est devenu culte pour certains. C'est Sting dans le film qui faisait le méchant. Tiens, le réalisateur franco-chilien Alejandro Jodorowsky avait auparavant, dans les années 70, commencé à travailler à une adaptation avec la participation de, excusez du peu, Orson Welles, Salvador Dali, Mick Jagger, du dessinateur Möbius, du designer Giger, celui qui a imaginé le monstre d'Alien après, avec Pink Floyd à la musique, rien que ça. Ah, mais Jodorowsky, il était quand même assez Mégalo, abîmé du bocal. Ah oui, du bocal. Hein. Ouais, mais ce projet a tourné court. Il existe un documentaire d'ailleurs sur l'histoire de ce film avorté. Alors, quoi dire qui n'ait pas été dit sur le deuxième opus, toujours signé Denis Villeneuve, qui occupe les unes des magazines et des salles façon rouleau compresseur. L'histoire est logiquement la suite du premier volet, et si on l'a pas vu, moi je pense qu'on peut être un peu perdu, car les différents protagonistes et les enjeux y étaient présentés déjà. Bon, si on l'a vu, on peut être perdu aussi d'ailleurs, ce qui a été mon cas à certains moments, je l'avoue. Ceux où tu dormais. Non, en résumé à la louche, le héros Paul Atreides, seul survivant avec sa mère de la maison Atreides, après le massacre de son peuple par les méchants Harkonnen, s'est réfugié chez les Fremen. Les Fremen, c'est les habitants autochtones de Dune, des sortes de Touaregs rétro-futuristes assez mystiques, dont certains chevauchent les gigantesques monstres des sables. Ils ont les yeux bleus, c'est ça. Ouais, les vers des sables. Et Paul Atreides va essayer de se venger et de reconquérir le pouvoir. Je passe sur les intrigues secondaires qui sont multiples à mesure que l'histoire avance. Alors, le film est mis par certains critiques dans la catégorie blockbuster d'auteur. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, blockbuster, ça veut dire en général, avec des exceptions, film d'action à grand spectacle, plutôt américain, qui attire les foules, avec histoire à tiroir opposant bon et méchant, héros interprétés par des acteurs bankable, amour contrarié, trucage numérique à l'appel, créatures fantastiques, tout ça. De ce point de vue, Dune 2 remplit le cahier des charges, impressionnant décor de sable. J'ai vu après que c'était filmé en Jordanie. Palais gigantesques, engins spatiaux et gadgets très réussis, foule immense avec figurants multipliés par l'électronique, des méchants bien tordus et sadiques à souhait, le monstre des sables dans la rareté fait l'efficacité, combat façon gladiateur, duel homme à homme, ça c'est un passage obligé de ce genre de film, apparition au casting d'une pléthore de guest stars prestigieuses qui font un petit tour, parfois méconnaissables, Javier Bardem, Christopher Walken, Charlotte Rampling, Anna Taylor-Joy.
et même Léa Seydoux pour à peine 1 minute de séduction fatale, ce qui est un peu ridicule entre nous, hein. Bref, tous les ingrédients sont là, idylle romantique inclus. Il y a beaucoup plus d'action que dans le premier, qui paraît avec le recul un peu plus contemplatif, hein. Et c'est donc un carton mondial. En France, on en est déjà à presque 3 millions de spectateurs, malgré la durée fleuve, presque 3 heures. Il passe dans plusieurs salles des mêmes multiplexes, et il permet aussi aux petits cinémas indépendants qu'il programme de renflouer leur caisse, hein. Je parlais du terme de blockbuster d'auteur. Alors d'auteur, ça voudrait dire avec un supplément d'âme par rapport au tout venant de ce genre de film, une ambition d'originalité formelle et scénaristique, une signature de créateur en somme. Eh bien, il y a de ça aussi dans Dune 2 qui m'a vraiment davantage convaincu que le premier. Bon, il faut dire que Denis Villeneuve, le réalisateur, n'est pas n'importe quel tâcheron hollywoodien. Scénariste et réalisateur d'origine québécoise, il a signé à ses débuts des films canadiens art et essai, on va dire, de plus en plus remarqués dans les festivals et par le public. Moi, je me souviens de Incendie en 2010, ouais, avec un twist final, c'était impressionnant. Alors, suite au succès critique et populaire croissant, il a cédé aux sirènes d'Hollywood, signant quelques thrillers avec des stars américaines, et puis il s'est dirigé vers des films d'anticipation de plus en plus ambitieux et de plus en plus chers. Premier Contact, une suite de Blade Runner, et les deux Dune donc. Il y a dans ce deuxième épisode des touches formelles vraiment intéressantes, plus évidentes, enfin c'est plus marqué que le 1. C'est d'une part le travail sur la colorimétrie, vraiment somptueuse, hein, avec le mordoré orangé très prégnant sur la planète Dune, opposé au quasi noir et blanc des scènes se déroulant dans la planète fascisante des Harkonnen. Deuxième parti pris qui fonctionne, une autre opposition sur laquelle la mise en scène insiste, c'est le mélange, la coexistence entre le gigantisme et l'humain. Des décors grandioses et des scènes de foule immenses, où les protagonistes lilliputiens sont perdus d'une part, et des plans très serrés sur les personnages principaux d'autre part. Moi j'ai trouvé l'alternance très intelligemment dosée. Alors autrement, pour ce qui est du discours de fond, on a évidemment un ou des sous-textes politiques dans tout ça. D'abord écologique, hein, l'épice carburant faisant penser au pétrole, bien sûr, hein, avec une métaphore sur l'exploitation forcenée des ressources pétrolières. On a aussi une réflexion assez subtile sur le pouvoir et la religion. En fait, la religion comme instrument de manipulation. Alors je suppose que tout ça est sans doute présent dans le livre, hein, je sais pas, mais Denis Villeneuve insiste efficacement sur ces thèmes. Alors pour finir, notre Timothée Chalamet s'en sort pas mal, en super-héros gringalé, je trouve, hein. Je dis notre parce que je rappelle qu'il est franco-américain, hein, et sa co-héroïne Zendaya non plus. Elle est pas mal. Alors, à la personne avec qui j'ai vu le film, elle a été un peu gênée par le truc qu'ils ont dans le nez durant tout le film, hein. C'est pour respirer sur la planète Arrakis, et c'est vrai que c'est un moment où on a envie de leur arracher quand même. Bon, l'un dans l'autre, un travail spectaculaire qui gagne évidemment à être vu sur un plus grand écran possible, avec peut-être pour moi un peu trop de messianisme, ésotérisme, toutes ces choses auxquelles je suis un peu hermétique. Quand c'est trop tarabiscoté de ce côté-là, je décroche. Mais ça c'est intéressant, assez intelligemment, le film interroge aussi ça. Et bien évidemment, la fin de Dune 2 nous prépare à un troisième volet de la franchise. Ma mère, elle a quelque chose de dangereuse, quelque chose d'une allumeuse, oh, quelque chose d'une emmerdeuse. Elle a les yeux qui tuent, mais j'aime ses mains sur mon corps, j'aime l'odeur au-dessous de ses bras. Oui, je suis comme ça. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Oh, et dans les yeux de ma mère,
ma mère, oh, dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Oh. Ma mère, elle m'écoute toujours quand je suis dans la merde. Elle sait quand je suis con et faible et quand je suis bourré comme une baleine. C'est elle qui sait que mes pieds puent. C'est elle qui sait comment je suis nu. Mais quand je suis malade, elle est la reine du suppositoire. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Oh, dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. L'amour, je trouve ça toujours dans les yeux de ma mère. Oh, dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Oh. Ma mère, elle a quelque chose de dangereuse, quelque chose d'une allumeuse, oh, quelque chose d'une emmerdeuse. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Oh, dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Dans les yeux de ma mère. Alors, Patrick, je t'ai laissé les clés de la bande-son de Movies et tu m'as choisi ça. Pourquoi donc ? Cette semaine, Arnaud, hein. oui, pendant cette quinzaine, je me demandais en fait si j'allais enchaîner avec des films pour lesquels j'avais vraiment pas eu de coup de cœur. Et puis est arrivé ce lundi et la bonne surprise pour moi, en tout cas, ça a été La vie de ma mère. Et là, on vient d'entendre Arnaud qui est utilisé, enfin, dont la musique et la chanson est utilisée dans le film pendant le générique de fin. Alors là, on a un postulat de départ qui est relativement simple. Hein. Pierre, qui a une trentaine d'années, qui est fleuriste, aidé par son collègue Hibou, qui est assez intéressant dans le film. Et tous les matins, on le retrouve vers 4 heures du mat au marché aux fleurs. Donc, il travaille dur, hein, le garçon. Hein. Un garçon pas forcément très drôle. Hein. Même certains auraient tendance à dire qu'il est un peu coincé. Son amie Lisa, hein, elle serait capable de dire ça parce qu'il a vraiment de la difficulté à exprimer ce qu'il ressent, hein, le garçon. Et là, on suit une journée qui commence comme toutes les autres et qui normalement devrait avoir un moment important puisqu'il doit rencontrer une commerciale pour obtenir un contrat avec une boîte qui organise des mariages. Donc c'est vraiment un truc hyper important pour lui parce que ça lui permettrait quand même de sortir un peu la tête de l'eau. Mais vous me direz, il y a des jours comme ça où rien ne se déroule comme on l'attendait. Et là, alors quand je dis on peut faire des films, c'est pas possible de faire un film tranquille. Hein, Wim Wenders, lui, il arrivait à le faire avec des choses comme Perfect Days. Non, là, on va avoir un coup de fil qui va vraiment être le déclencheur. Hein. Tiens, longtemps qu'on l'a pas utilisé. Ce terme, hein. Élément déclencheur. Ouais, l'élément déclencheur. C'est la grand-mère de Pierre qui appelle et elle lui dit simplement ta mère est à la maison. Et là, on ne sait pas exactement pourquoi, mais Pierre saute dans sa voiture, il arrête tout et se retrouve dans le petit appartement où là, on a une mère que l'on découvre qui embrasse avec fougue, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, qui embrasse son Pierre. Et Pierre est plutôt quand même sur la défensive.
on va rapidement comprendre que Judith, eh bien, normalement, elle devrait pas être là. Elle est, en fait, elle est en fugue d'un établissement dans lequel elle est soignée pour des troubles liés à la bipolarité. Alors, là, Pierre va mentir à sa mère, il va lui proposer, comme elle le souhaite, d'aller se recueillir sur la tombe du père de Judith. Et en fait, lui, le garçon, il a qu'une seule idée en tête, c'est de ramener sa mère à l'établissement d'où elle s'est enfuie. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer ensuite? Ah non, on dit rien. Attends, non, c'est ce que je vais dire que je vais pas le dire. Alors, laisse-moi le dire que je vais pas le dire. Et donc, il faut que vous alliez voir ces deux acteurs dont j'ai pas donné le nom pour le moment, qui sont dans une symbiose totale pour jouer ce rôle mère-fils. Alors, la mère, c'est Agnès Jaoui. Alors, elle est maquillée dans le film comme dirait dans la chanson, comme une voiture volée. Alors toujours prête à partir dans les délires les plus fous les uns que les autres. Et Pierre, c'est William Lebguil, le fils qui est... Donc on sent là, on va comprendre qu'il a eu des années vraiment compliquées à s'occuper de sa mère et qu'à un moment donné, il a fallu couper le cordon. Et pour lui couper le cordon, c'était de la mettre dans cet établissement. Alors, ce film, c'est une comédie. C'est une comédie, mais comme on l'a dit, une comédie douce amère. Alors, je suis à peu près sûr que certaines scènes vont vous remuer et vont venir faire perler quelques larmes sur vos joues. Et d'autres scènes, à l'inverse, vous amuseront, j'en suis sûr. De très belles scènes, d'ailleurs, qui ont été tournées dans la région, puisqu'on parle de Gujan-Mestras dans ce film. Et il y a une montée de la dune du Pilat, où là, on voit d'une façon très symbolique, où Pierre donne la main à sa mère pour l'aider à gravir cette pente. Alors, moi, j'ai trouvé vraiment un film d'une grande sensibilité, mais sans sensiblerie. Un film qui peut, donc, je l'ai dit, vous émouvoir, mais en fait aussi qui vous donne du bien et qui donne vraiment à réfléchir sur les relations qu'on peut avoir, nous, enfants, avec nos parents, ou nous, parents, avec nos enfants. Premier film de Julien Carpentier. Le film, il a fait beaucoup de festivals. Et d'ailleurs, le public d'Angoulême lui a décerné son grand prix. Alors, Julien Carpentier le dit souvent qu'il tenait absolument à voir Agnès Jaoui comme actrice. Et l'idée du film lui est venue que dans sa famille, il a aussi une personne souffrant de bipolarité. Alors, avant, c'est ce qu'on appelait être maniaco-dépressif. Et dans le film, aussi, ce qui est intéressant, c'est que Judith est consciente de sa maladie. D'ailleurs, elle le dit dans une scène, dans un cimetière, mais je fais pas exprès d'être comme ça. Car c'est vrai que c'est pas un caprice, c'est pas une lubie. Les gens qui souffrent de bipolarité sont dans une souffrance réelle. Donc moi, c'est un film que j'ai particulièrement apprécié. J'y allais un petit peu à reculons. La bande-annonce m'avait fait un petit peu peur. Méfiez-vous des bandes-annonces. Et j'ai bien fait d'aller voir ce film, film qui s'intitule « La vie de ma mère ». Ouais, gorgé d'émotions, avec des personnages pleins d'humanité. Il n'y a pas de méchants ici. Tous les gens sont bons. Alors, on effleure le pathos et le mélo, mais sans trop tomber dedans. Et je trouve qu'à mesure qu'il avance, ce road movie mère-fille se bonifie finalement. William Lebguil, tu l'as cité, moi je le trouve vraiment très bon dans ce rôle. Avec cette espèce de jeu intériorisé, retenu, qui convient très bien à son état d'esprit de lassitude mêlée de culpabilité. Du coup, les moments où il craque sont d'autant plus forts. Alors, il y a 2 ou 3 ans, un autre long-métrage français avait aussi comme sujet central les conséquences de la bipolarité sur une famille. C'était Les Intranquilles de Joachim Lafosse. Là, c'était au sein d'un couple et c'était franchement dramatique. La vie de ma mère est plus léger. Ouais, on peut le classer dans la catégorie comédie, d'accord, mais préparez vos mouchoirs quand même.
Alors, un autre film qui fait beaucoup réfléchir, dont tu vas nous parler, un film en fait composé de plusieurs scènes, 9 si je me souviens bien, et c'est un film qui nous vient de Téhéran. Oui, d'où le nom Chronique de Téhéran. De nouveau, un film iranien qui nous parvient, malgré la répression de la part du pouvoir théocrate sur les artistes là-bas. Le cinéma venant d'Iran continue de le dénoncer et de se faire le porte-parole de la résistance à l'international avec talent et souvent dans la clandestinité. Alors cette Chronique de Téhéran, on l'a vu il y a quelque temps, et on attendait avec impatience qu'il sorte pour en parler et pour le conseiller vivement. Après un long plan en suspension au-dessus de Téhéran qui se réveille au petit matin, on nous montre, une par une, 9 tranches de vie courantes dans cette ville, mettant en scène 9 personnages, des individus lambda, filmés chacun en un seul plan séquence fixe, dialoguant avec un interlocuteur qu'on ne voit jamais, responsable administratif, employeur, commerçant. On assiste par exemple à une déclaration de naissance d'un enfant à un guichet d'état civil, à un entretien d'embauche, à un essai d'habit dans un magasin ou à un signalement de perte d'un chien à la police. Ce genre de situation, simple a priori, mais dont l'issue dépend du bien vouloir d'un petit chef sûr de son pouvoir, pas forcément coopératif, souvent intrusif et inquisiteur, voire pire, qui est toujours situé hors champ, donc. Alors, ces vignettes font sourire, parfois jaunes, où elles crispent carrément, et chacune est vraiment passionnante. Le tout dure à peu près 1h20, et je dois dire qu'on en sort assez abasourdi, et un peu mal à l'aise aussi, je dois dire. Ce malaise, il provient en grande partie du dispositif, le fait que la caméra, donc le spectateur, épouse le point de vue de l'autorité. C'est en somme filmé en caméra subjective, mais du côté inquisiteur. Et en plus en format 4:3, presque carré, enfermant le citoyen passé au grill qui n'a plus d'espace de sortie à gauche et à droite. Alors ce brûlot féroce qui montre avec précision l'arbitraire, la violence et l'absurdité des rapports de pouvoir en Iran est l'œuvre d'un duo. C'est Ali Asghari et Alireza Khatami qui ont travaillé, paraît-il, en distanciel. Le premier vivant à Téhéran et l'autre en exil à Toronto. Alors c'est intéressant, ils ont déjoué la censure et filmé sans demander l'autorisation car un permis de tournage n'est pas nécessaire pour les films de format court, sans doute jugés inoffensifs par le pouvoir. Même les acteurs étaient persuadés chacun de travailler sur un court-métrage autonome. Donc les réalisateurs disent avoir tourné dans l'urgence en 7 jours. Le ministère de la Culture et de l'Orientation islamique, ça s'appelle comme ça, a découvert le poteau rose une fois le film monté et distribué à l'étranger. Et bien sûr, il ne sortira pas dans son pays d'origine. Ah bon? Donc une collection de 9 courts-métrages intenses et cruels, de 8 à 10 minutes chacun, qui est, je trouve, au-delà du film à sketch, parfois décousu, où il y a souvent des segments plus faibles. Là, on a une unité de thématique avec un dispositif formel simple et implacable qui se répète et aucune faiblesse. Moi, mes préférés, allez, j'en dis 2, la petite fille qui essaie les habits, que j'ai trouvé très malicieux, et le type qui doit montrer qu'il est un bon musulman pour avoir un job, vraiment kafkaïen. La toute fin, réalisée avec des trucages numériques, est assez jouissive pour son côté métaphorique. Bon, j'en dis pas plus, c'est une cerise sur le gâteau farci. De tous les films... Bah oui, farci de Téhéran, quoi. Le tout... Il l'a fait. De tous les films évoqués aujourd'hui, je suis pas assez d'accord, par Chronique de Téhéran, pour son sujet traité via un dispositif original, moi, il me paraît au-dessus du lot et on conseille vraiment d'aller le voir. Oui, là, je pourrais que prolonger ce que vient de dire Hervé sur ce film, qu'on a reçu un peu comme une gifle. Oui. Alors moi, j'allais dire une claque, mais tu as dit une gifle. Je pense que c'est un peu la même chose. Et comme toi, moi, la scène
qui a été pour moi la plus glaçante est bien celle de la jeune fille, l'ado, que l'on va habiller selon les règles islamiques. C'est vraiment, Bon, il y en a plein d'autres. Oui, il y a Je me plein d'autres scènes, mais il y a un scénariste, je sais pas si tu te souviens, le scénariste qui doit soumettre son scénario à la censure. Là non plus on dit. Celui-là, il est très cynique, très drôle. Il reste drôle. Ah oui, il non, reste mais il y a drôle. un côté comédie, justement. Comédie, alors que celui avec la jeune fille fait vraiment froid dans le dos. Loin, très loin du monde où rien ne meurt jamais, j'ai fait selon ce doux voyage. Nos âmes se confondent aux neiges éternelles. L'amour cachait son vrai visage. Rien ne sera plus sage. Après tout, qu'importe. Je sais la menace des amours mortes. Gardons l'innocence et l'insouciance de nos jeux d'antan troublants. N'aie pas de regret, fais-moi confiance,
Fais-moi confiance. Duo Jean-Louis Murat, Mylène Farmer. Assez improbable en 91. Ces deux artistes ont un peu mis les pieds dans le cinéma. Murat a fait l'acteur quelquefois, et pas avec n'importe qui. J'ai recensé au moins 3 longs métrages. La vengeance d'une femme de Doyon en 91, avec Isabelle Huppert et Béatrice Dalle. J'ai pas sommeil de Claire Denis en 94, et également un projet de lui qui s'appelle Mademoiselle Personne, avec Élodie Bouchez et Romain Duris, dont il a aussi signé la BO et qui n'est pas passé à la postérité. Quant à notre Mylène nationale, elle a été actrice de plusieurs de ces clips extravagants tournés en 35 mm et qui durent 15 minutes, signé Laurent Boutonnat qui lui compose aussi ses musiques, et elle a aussi tourné avec lui un long métrage cinéma, figure-toi, qui s'appelle Giorgio en 94, qui a été un échec cinglant, et je peux pas en dire du mal parce que je l'ai pas vu. D'ailleurs, personne ne l'a vu. Ah si, forcément quelques... Ah non, il paraît, j'ai regardé les chiffres. Ah oui, mais quelques fans quand Mais même. même pas, ça qui est curieux. Bon, eh bien, Deuxième couche. oui, on va parler de la deuxième couche. Vous savez, la deuxième couche, c'est les films qui nous ont plu et qui sont à l'affiche, ou pour certains, il faut vraiment bien aller les chercher. Avec tout plein de que tu avais traité, toi. Oui. Alors moi, j'avais bien aimé Sans jamais nous connaître, que tu as vu aussi après, Ouais. et que tu as aussi aimé. Film qui nous a un peu plus partagé, mais c'est l'humour de Dupieux, un blockbuster d'auteur peut-être, qui s'appelle L'Empire. Et puis bon, la C'est claque. Bruno Dumas. Ah oui, tu Oui. veux dire à la Dupieux. Ouais, Ouais, d'accord. Moi, la belle, la grande claque, ce qui est actuellement sur les écrans, et c'est La Salle des profs. Ouais, qui met mal à l'aise et qui interroge aussi. Ah oui, c'est sûr. Film allemand. Alors, Une vie, oui, bon, ça, d'accord. Bon. Biopic du juste. Oui. Comme je disais la dernière fois, avec un tel sujet, c'est difficile un petit peu de critiquer. Autre grande claque, tout à l'heure, on parlait de la semaine de la critique. Eh bien, y était présenté, on s'en souvient, Inch'Allah, un fils. Très, très beau film de Jordanie, si je me souviens bien. Et toi, tu en avais d'autres dans... Moi, ceux que j'ai beaucoup aimés, ils sont plus trop à l'affiche, faut les chercher. Le Molière imaginaire, Nuit noire en Anatolie, Sleep et le successeur. On peut encore trouver, j'ai vu à la Lanterne de Bègle, Au fil des saisons, c'est notre Catherine Deneuve en grand-mère indigne aux États-Unis, 20 000 espèces d'abeilles, Oui. un film très beau espagnol, et Tête froide avec Florence Loiret-Caille, un polar qui se passe dans les Alpes. Alors, j'ai oublié... Voir les podcasts des émissions précédentes pour connaître nos avis Ouais. sur ces films. Et il y en a un que j'ai oublié de reciter, c'est La mère de tous les Ah oui, mensonges, très très beau Ça, film. c'est Casablanca, c'est le Maroc, Oui, je crois. oui, c'est cela. Alors, dans le viseur, des films qu'on n'a pas encore vus mais qui font envie. D'abord, 3 comédies. Dans la peau de Blanche Welbeck, Ouais. de Guillaume Niclou, rencontre improbable entre Blanche Gardin et Michel Welbeck. Ça a l'air bien barré quand même. Heureux gagnant, tiens, j'ai vu. Film à sketch français avec comme fil conducteur le loto. Ça a l'air un peu lourdeau quand même. Ouais. Alors un autre, je pense qu'il doit une comédie anglaise, britannique, donc scandaleusement vôtre. Là, j'ai vraiment envie de le voir. Olivia Colman et plein de gros mots dedans Oui. apparemment. Alors, pour une tragédie, il faudra aller voir Mis Hermanos, drame colombien qui se passe dans un centre carcéral pour mineurs. Sorti un peu plus tard, mais qui nous dit bien, La jeune fille et le paysan, plutôt un film d'animation, bis repetita. Alors encore un film sur le milieu scolaire, mais cette fois une comédie. Et puis Laissez-moi, je sais pas grand chose, mais comme c'est avec Jaline Balibar, j'y forcément. courrai. Et Mon ami robot, dis-moi, tu sais, dessin animé qu'on trouve dans les festivals, qui a eu beaucoup de critiques très bonnes, et ça m'intrigue. Hors saison, Stéphane Brisé qui laisse le drame social pour un Shabadabada, on dirait, Averroès et Rosa Parks, documentaire de Nicolas Philibert, toujours sur la folie, après son Sur l'Adamante. Et un film, alors on dit le nom rien que parce que c'est rigolo, Vampire humaniste, cherche suicidaire consentant. Beau programme. Rien que pour le titre du film. Bon, pour le festival et les événements, on mettra ça en bonus. On vous mettra parlera ça en aussi bonus. de Comme un fils, on Comme parlera. un fils. Et puis, Patrick, je crois que tu veux parler de plusieurs films que tu Oui, veux un peu évoquer en vrac comme ça, rapidement. 4-5 films. Bon, donc, on vous dit au revoir. Rendez-vous le 27 mars. N'oubliez pas d'écouter tout ça et de conseiller d'écouter en podcast avec les bonus dont on vous a parlé.
On vous dit à dans une quinzaine et bonne séance de cinéma. Au revoir.